Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, c'est une invitation à la fête. La fête avec le livre comme porte d'entrée. Mesdames et messieurs, chaque livre est une aventure de grandeur. Chaque livre est une invitation de rencontre avec une énergie, une force qui est plus aboutie que nous et qui participe à améliorer notre hygiène du monde, notre hygiène de vie et notre façon d'aborder les autres. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, écoutez, je ne me fâcherai pas. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Gardons bonheur. Nous allons ouvrir cette émission avec la rubrique Temps Poème. Et qui sera avec moi? Le premier président du Sénégal, le poète, l'illustre Léopold Sédar Senghor. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission, qui sont peut-être dans le secondaire et qui se disent qu'il n'y a au monde que deux littératures. Les littératures qui sont enseignées en salle, c'est-à-dire littérature haïtienne ou littérature française. Permettez que je vous dise que tous les pays du monde, tous les États ont produit une pensée littéraire. Et le continent africain grouille de pépites littéraires. Léopold Sédar Senghor en est la figure la plus illustre. Ton soir, mon soir. Ton soir, mon soir, à la fin de l'après-midi. Ton thé, mon rêve, quand la pensée dérive et que délire l'âme. De la haute terrasse, le parc à mes pieds flamboyants et la mer égourée et devant toi, les vagues bruissantes des blés sur les versants des hautes terres. Devant moi, le silence humide et seul le froissement soyeux des vagues, soudain traversé par la trompette des grues couronnées qui s'appellent avant la nuit. Le jour conjure les dieux blancs des ténèbres. Le jour tressaille sur les murs blancs, terrasses blanches de l'île, avec le concert splendide des oiseaux au crépuscule. Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, du moins ancien président du Sénégal, le premier noir à avoir été accepté à l'Académie française, c'est un grammairien de pur jus, c'est un poète de grand talent que je vous invite à découvrir, mesdames et messieurs. À cette émission, aujourd'hui, je vais donner la parole à deux jeunes énergies, des jeunes qui ont décidé, pour reprendre Castra, de prendre les livres en otage, pour ne pas se voiler d'incohérence et se mentir à voix basse. Mais qu'est-ce qu'il est génial, ce Georges Castra, qui malheureusement est parti pour le pays sans chapeau. Pays sans chapeau, titre d'un roman de Daniel Laferrière, académicien de son état. Deux jeunes énergies, une énergie masculine, une énergie féminine, pour une rencontre solennelle et magnanime autour des livres. Les livres qui sont avant tout, mesdames et messieurs, des invitations à la fête. Je vous laisse respirer. À tout de suite avec mon premier invité qui fut du temps de ma jeunesse, mon élève. Je commence à prendre de l'âge. Allez, on respire. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe
que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur l'antenne de télévision Caraïbe, chaîne 22, à l'heure pétante, l'heure grave, l'heure du plaisir. Ça s'appelle Délivrez-vous. Parce que chaque livre, c'est d'abord un plaisir du texte, pour reprendre Daniel Pennac. Je reçois un garçon de 22 ans, que dis-je, quelle faute, un homme de 22 ans, un homme lecteur, jeune universitaire. Bienvenue Giovanni Bellabre à cette émission Délivrez-vous. Merci D'Angelo, bonsoir à tous et à toutes. Et je suis Giovanni Bellabre, comme tu viens de le dire, et merci de me recevoir sur le plateau Délivrez-vous. Tu es déjà un jeune très impliqué dans ta communauté, on va commencer déjà par ça. Oui. Tu as institué une association qui fait la promotion des débats, des échanges. Écoutez, je vais me perdre, je te laisse en parler pour ouvrir le bal de cette émission. C'est quoi cette association que tu pilotes ou que tu copilotes? Eh bien, comme tu viens de le dire, l'association, c'est Lecti ak Innovation Culturelle, laïque. Et c'est une association que j'ai fondée avec un ami. Moi, mes sigles, laïque. Laïque, exactement. Ouais. C'était vraiment l'idée de mon ami, Steve Saint-Hilaire. Et nous sommes épris de littérature et nous voulons partager ces moments-là avec d'autres jeunes. Donc, surtout avec le Pays Loc, et on avait l'idée de faire un club, et ce club s'appelle Espace Jeune. C'est un espace de causerie et où les jeunes auront libre cours à leurs pensées. Donc ils pourront dire ce qu'ils veulent, donc dans toute la tolérance possible. Donc c'est un espace où les jeunes pourront essayer aussi de sortir de leur timidité et aussi pour parler des choses peut-être qu'ils ne pourront pas parler à la maison. Donc on parle de toutes sortes de choses, de sujets tabous et autres. Donc c'est ça le projet avec Laïque. Et déjà, il y avait l'écrivain Daniel Supplice qui nous a donné quelques livres et je l'en remercie. Et ça nous aide aussi à avoir d'autres projets et de lecture que nous aurons à faire dans les milieux ruraux. Alors Laïque opère dans quel quartier et quel est votre régime de fonctionnement? Bon, et nous habitons à Carrefour-Feuille, donc Laïque opère à Carrefour-Feuille. Donc déjà, on avait Carrefour-Feuille qui est mon quartier. Exactement. Je suis un garçon de Carrefour-Feuille. Bien sûr. Déjà, il y avait un spectacle que nous avions décidé de faire, et c'était, je crois, en 2020. Et c'est un spectacle qui s'appelle Lac Rime au Gène. Et c'est un nom que j'avais. Mais ça, c'est intéressant aussi. Lac Rimogène. Ouais, pour faire Lac Rimogène, exactement. Gaz lacrymogène. Exactement. J'avais une idée. Et c'est un spectacle où nous avons invité d'autres jeunes talentueux et à monter sur scène en présence d'une centaine de jeunes qui étaient présents. Une centaine de jeunes quand même. Oui. Et où ça a eu lieu cette activité? Ça a eu lieu au village des Petits Princes et par le biais de monsieur et de pasteur Milor, et c'est le directeur de l'école, et il avait mis l'espace à notre disposition. Bravo pasteur Milor, bravo pasteur Milor et merci pour ce coup de main. Oui, donc c'était vraiment un moment intéressant et il y avait des slameurs, des chanteurs et tout. Ça c'est génial. Maintenant, un jeune qui habite à Carrefour-Feuille, qui souhaiterait prendre part aux activités de Laïque, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, déjà, en ce moment, c'est un peu turbulent avec la situation de notre pays. Donc, nous avons des projets, mais en ce moment, on est en train de travailler sur ces projets. Donc, on n'est pas vraiment en fonctionnement. Donc, déjà, ils peuvent se connecter avec moi, Giovanni Bellabre, sur les réseaux sociaux, et aussi à Steve Saint-Hilaire, aussi qui est sur les réseaux sociaux. Et comment ça s'écrit Giovanni Bellabre? Giovanni Bellabre, c'est J-O-V-A-N-Y. Et Bellabre, B-E accent aigu, L-A-B-R-E. Voilà, et pour Steve Saint-Hilaire, bon, je pense que ça, tout le monde peut écrire ça. Oui, tout le monde peut écrire. Attends, il y a Steve avec deux E des fois. Oui, c'est exactement ça. Ben voilà. S-T, 2 E et puis V. Voilà. Et puis Saint-Hilaire. Comme ça, on peut voir ce que vous faites au niveau de Laïque. Exactement. Donc, on comprend que tu es un fin lecteur, tu es fasciné par les livres. Oui. Et j'aimerais que là, que tu puisses dire aux jeunes qui te regardent là maintenant, quel est ton dernier feeling, hein? Parce que le livre, c'est donc ça. C'est un feeling, c'est un plaisir, c'est une fête pour les yeux et pour l'esprit.
Quel est ton dernier feeling de lecture? Bon, j'ai beaucoup lu de livres et dernièrement, j'ai relu Le Choc de Léon Lalo, qui a fait même pour vous qu'un choc chez moi quand je l'avais lu une première fois et pendant la période de confinement. Et il parlait d'un jeune là qui était vraiment épris de son pays, tout ça. Et c'était Maurice Desroches, il parlait avec le père, le Ghanais. Et il parlait de son amour pour le pays. Mais le père là, qui était français, lui disait qu'ils aimaient mal leur pays, ces Haïtiens. Donc il avait dit déjà, et il faut bien aimer son pays. Et lui, il avait dit qu'il était prêt à mourir pour son pays. Mais le père le Ghanais dit, il faut d'abord savoir vivre pour son pays avant que de mourir pour son pays. Parce que là, c'est quand même, il faut être vivant pour faire des choses, pour passer à l'action quand même. Et Léon Lalo, c'est un travailleur du style, c'est un perfectionniste. Hein. Exactement. Il était beaucoup vu à son époque comme étant l'écrivain un peu snobinard qui taillait chaque phrase presque dans l'or pur. Exactement, c'est comme si après chaque phrase, il fallait quand même prendre un dictionnaire parce que quelquefois, ils utilisent des mots que nous en Haïti et on n'utilise pas trop souvent parce que c'est déjà le vocabulaire français, donc dans toute son étendue. Et c'est une génération d'écrivains, en effet, à laquelle appartenait Léon Lalo. C'est des écrivains haïtiens qui mobilisaient cette langue de Molière, dit-on, avec beaucoup de finesse. Mais j'en profite aussi de l'occasion pour vous dire aux jeunes qui nous regardent là maintenant, pas un livre en français seulement, un livre en créole tout. Et qu'il ne faut pas avoir un rapport complexé avec les langues. Hein. Et créole et français, c'est deux langues qui appelaient à cohabiter. Cohabiter, bien sûr. Oui, en parlant de créole, il y a le livre Agacer l'Espérance, qui c'est le premier roman en créole que j'ai lu, de Lionel Truyo. Oui, c'était vraiment formidable de voir comment, moi qui parlais le créole, mais il y avait des tournures que je ne connaissais pas. C'est comme si c'est grand mounio, vous comprenez, qui t'a pu bien connaître au passé ça. Donc, c'était vraiment extraordinaire. C'était ma première vraiment lecture en créole, et surtout de ce premier roman en créole de Lionel Truyo. Absolument. Lionel qui vraiment fait toujours des coups de maître. Là, il est en train de travailler sur un nouveau roman, là, c'est sur Bel Air, il m'a dit là ce matin, et il veut des livres sur la croix à Bel Air et tout. J'imagine que ça va être un roman fascinant, ça va être du Lionel, c'est-à-dire ça va être du talent à l'état pur. Hein. Exactement. Donc c'est bien de dire aux jeunes qui nous regardent là maintenant, pour ne pas gagner aucun rapport complexé avec langue, pour ne pas gagner un pays, on diglossie. On diglossie, c'est les deux langues dans le même espace, mais une paraît supérieure à l'autre. Alors qu'en Haïti, nous devons considérer français tant qu'une langue, tant qu'un créole. Un jeune doit parler français, créole, anglais, espagnol pour gagner une situation polylinguistique. Oui, exactement. Et surtout, quand le monde qui pensait, leur parler français, ou compte plus de bagailles. Mais ce n'est pas souvent ça. Parce que c'est déjà une langue. Une langue, c'est un moyen de communication. Absolument. Donc, on ne peut pas déterminer le niveau de l'intelligence d'une personne à partir d'une langue. Absolument. C'est vraiment pas... Non, ça ne se fait pas. On va éviter d'avoir ces complexes. Exactement. Léon Lalo, c'est la porte d'entrée. Dis-nous quel autre livre t'a marqué dans ta carrière de lecteur? Bon, il y a eu La Marginale de Margaret Papillon qui m'a fait marquer. Et cette fille-là qui était violée pendant une période de carnaval. Et ensuite, son petit ami l'avait laissé. Et il y avait toute une histoire. Et ses parents-là, qui étaient vraiment... Et son père, un banquier, qui était un peu... vous voyez, comme c'est un peu la honte avec cette situation. Il y a aussi un livre qui m'a vraiment bouleversé. Mais une seconde sur Margaret Papillon. Une seconde, c'est quand même une jeune auteure qu'on doit saluer. Parce que Margaret Papillon a marqué beaucoup de jeunes générations. Beaucoup de jeunes qui sont passés me voir ou qui sont venus sur ce plateau. Ils disent, ah, D'Angelo, nous aimons Margaret Papillon. Beaucoup. Et si on écrivait une telle aura, une telle résonance auprès des jeunes générations, cela sous-entend que travail il y a toucher les fibres intérieures des jeunes lecteurs. Et c'est puis gros projet, je pense que tout écrivain gagné, c'est arriver toucher les fibres les plus sensibles de ses lecteurs. Bravo Margaret Papillon pour cette littérature prodigieuse qui marque les jeunes générations. Oui, je disais qu'il y a un livre qui m'a bouleversé. Je dirais, d'ailleurs c'est un ancien de George Marc et Valérie Rudolpson qui avait écrit Journal intime de faux pasteur. Ouais, Valérie était mon élève aussi. Hein. Exactement. Ouais, mais je vieillis quand même. Je prends de l'âge. Mais son livre a eu un bon succès. Et comme il est jeune, j'imagine que sa démarche littéraire, son style était très contemporain et ça a touché beaucoup de jeunes générations. Oui, l'estampille de son écriture, parce qu'il a vraiment
l'esprit jeune, il est déjà jeune, donc il a attiré la jeunesse. Parce que quand j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque Monique Alix, il y a environ 15 jeunes qui l'ont lu pendant mon période de prêt. Parmi ces jeunes-là, il y a Annabelle qui a aussi lu ce livre. Donc c'est vraiment intéressant. Et on a parlé de pasteur là qui déjà est mal parti avec son église. Donc il y avait un syncrétisme religieux dans tout ça. Donc c'est vraiment un livre formidable. Ouais, et je profite de l'occasion pour dire aux jeunes qui nous regardent, un peu les jeunes pensaient à faire le livre là, pas un rapport avec la réalité à vivre là. Oui. C'est l'occasion de leur dire, oui, il y a malheureusement des faux pasteurs, il y a des faux prêtres. Exactement. Il y a des faux billets, il y a peut-être des faux de tout. Hein. Oui, des faux même de temps, tout. mais qu'on est là, pour nous pousser là, un petit genre vert, un petit clin d'œil philosophique, qu'est-ce qu'on pensait de la fausseté? Est-ce qu'on pensait, qu'il est pour vous, même un bagage faux? Bon, déjà, il faut des points de repère. Ouais. Pour dire le faux, peut-être qu'on référer à dire, ah, et si c'est vrai, donc ça a lui-même le fait que le contraire avec, il faut. Mais déjà, et faux et vrai, ça, quelquefois, l'entraîne dans le cadre de relativité. Parce qu'on doit dire tel bagage vrai, tandis que l'autre dit le faux. Et ça entraîne dans le cadre temporel tout, parce que les gars doivent non temps, il était vrai, et puis non l'autre temps, il vient faux. Absolument. Donc c'est vraiment un peu relatif quand on parle du faux et du vrai. Et c'est un bagage pour nous garder autour de plusieurs axes. Ouais. Donc en pile, le monde doit dire le vrai tout, tandis que le pas vrai exactement. Bon, imaginons les Galiléens qui t'ont dit, et pourtant elle tourne. Mais mon même était quoi là-dedans parce que ils ont parti dans la Bible qui est écrit que le soleil s'arrêta, tout ça. Donc là, dans le moment, il faut déterminer exactement s'il était vrai parce qu'il n'y a pas des évidences. Mais même dans la philosophie, il dit tout, c'est pas tout ça qui est évident, qui est vrai. Parce que le ciel est bleu, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit. Mais le ciel n'existe même pas. Le firmament, le firmament là, il n'a pas de couleur. Ouais. Donc, c'est pas toujours évident. C'est vrai, si on lève tête là, la voie ciel là bleu. Exactement, mais c'est pas la couleur du ciel. C'est une illusion d'optique. Exactement. Ça, c'est bien ce que tu dis, c'est très intelligent. Oui. Ça qui paraît évident, oui, c'est pas toujours ça qui paraît vraisemblable, pas forcément vrai. Réel. La mer n'est pas bleue. Non, la mer n'a pas de couleur quand même. Qui est-ce qui a la mer et puis qui prend goût de la mer, ou bien qui prend tasse la mer et qui est le bleu. Mais pourtant, tout le monde écrit la mer est bleue, la mer est bleue. Oui. Bon, il y a même Lionel Truyo qui a dit l'amour est bleu. Bon, il y a la belle amour humaine. La belle amour humaine. Ce texte-là que j'ai lu et à la bibliothèque Monique Alix. Ah, j'en ai lu. Ouais, mais ça c'est un roman magnifique aussi, La belle amour humaine de Lionel Truyo, qui malheureusement a raté le prix Goncourt. Oui. Le prix Goncourt pour le monde qui a regardé l'émission là, c'est une plus grosse récompense. Exactement. Un écrivain qui a écrit en français, t'as espéré recevoir. Et pas seulement pour écrivains haïtiens, tout écrivain partout dans le monde qui a écrit en français, il t'a aimé recevoir prix Goncourt ça. Et plusieurs écrivains haïtiens passaient tout juste à côté du Goncourt et m'espérer que très bientôt on aura quelqu'un là, un écrivain haïtien qui va l'avoir. Pas parce que c'est un prix français, c'est parce que son récompense et son écrivain là qui nous recevoir lui et c'est tant mieux. Mais j'aimerais qu'on revienne encore sur l'échange qu'on a là sur l'évidence. Et la vraisemblance. Et moi, je mettais là dans une assiette temporelle. Parce que des fois, ce qui est vrai en 1503, il était normal que les Noirs soient perçus comme inférieurs aux Blancs. Oui, exactement. Et que les Noirs travaillent la terre. Et même les prêtres français disaient aux esclaves, mais regardez, doit être nous pas même longueur. Et puis c'est normal pour nous-mêmes comme blancs, pas travailler terre, ou même pour travailler. Mais c'est dommage, il y a des gens en Haïti aujourd'hui qui récupéraient préjugés coloniaux et qui a fonctionné comme ça. Il y a des gens qui estiment que les inégalités, c'est normal. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Mais déjà, est-ce qu'on a regardé les physionomies? Nous toutes, nous avons 2 yeux, nous avons une bouche et un nez, tout ça. Donc, il faut nous voir que physiquement, nous ne sommes pas si différents que ça. Mais quand même, il y a toujours une diversité. La diversité fait partie de la vie. Et c'est la diversité qui enrichit le monde. Exactement. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois une fraîcheur d'homme, un homme cultivé, intelligent et qui lit comme pas possible. Et c'est cette république-là que nous devons créer, une république de jeunes, frais, vifs d'esprit, généreux, amoureux de la République. Je vous laisse respirer. À tout de suite pour la seconde séquence de l'émission. Délivrez-vous. Garde bonheur.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, écoutez, je ne me fâcherai pas. Je reçois Giovanni Belabre et nous gagnons une discussion sous livre, sous feeling, sous plaisir au monde qui apprend dans le lit, sous avantage, activité intellectuelle, ça a gagné, sous croissance morale, sous croissance intellectuelle au monde. Et sous surtout le potentiel, le capital de bien-être que chaque livre est capable de bailler au monde. Nous n'en débattons, nous n'en débattons sous évidence, sous vraisemblance, sur le faux, sur le vrai, sur le normal, sur l'anormal, Belabre. Oui. Pour même, par exemple, qu'est-ce que l'anormal? Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre qui a pour titre « L'éloge de l'anormalité ». Sacré sociologue. Pour même, qu'il est un bagaille anormal, comme jeune lecteur universitaire. Bon, et même si j'aime des Italiens, tout le monde a une relativité là-dedans. Et qui l'ont anormal, déjà, ça en fait, depuis longtemps, il y a plusieurs bagages qui passent, etc. Et que qu'on prend comme coutume et autres. Donc, il y a des bagages qui viennent installer et que quelques monde peut-être, une élite, un groupuscule, te prend et dit, ah, c'est ça, nous prenons et divulguer, nous prenons et populariser comme normal. Et puis, on peut le monde rassembler sur lui, on doit même écrire sur lui-même, il met chita, même dans des textes de loi, et puis il dit, ah, voilà la normalité. Donc, c'est à partir de tout ça, que si on monde prend un bagage qui en dehors, qui n'a marge, il a dit, ah, il vient anormal, mais c'est par rapport à. Donc, c'est toujours à partir d'un repère. Donc, c'est normalité. Déjà, il y a un peu dans la nature et peut-être que nous-mêmes, nous venons joindre, soit dans la nature, soit quand nous fonctionnons, nous venons dire, ah, c'est normal, parce que comme fonctionner comme ça, donc nous venons joindre comme ça. Et puis, il y a aussi ce que les hommes aussi prônent comme normal et qui viennent paraître comme si ce sont des coutumes et autres et que nous venons joindre comme ça. Et que eux-mêmes, ils ont institué, ils trouvent l'inormal, ils font un groupe de monde qui la donne et puis ils disent, ah, ça c'est normal. Et que tout ça qui vient sous côté comme mange, c'est anormal. Ouais, tu as quoi un combat qui est biologique? Dans la tête de tout le monde, il est normal pour dormir la nuit. Oui, c'est ça, dans la tête de tout le monde. Mais au fait, nous avons gagné un régime de société. C'est la journée où on dormit, c'est la nuit où on travaille. Exactement. Parce que ce qui est indépassable, c'est qu'il faut que nous dormions quand même. Quand même. L'heure pour nous dormir, sont conventions. Exactement. C'est à un moment où nous dit, bon, comme il fait noir, on a peur de l'extérieur, on a peur de ce noir-là, nous sommes au début de l'humanité. Nous venons installer comme, à la limite, convention, nous dit qu'il est normal pour nous dormir la nuit. Oui. Mais 1h, 2h du matin, tu as supposé l'aimer, on a travail. Exactement. Et puis, quand il fait 9h, 10h du matin, on couche à dormir. Et parfois, on dit que l'inspiration, c'est dans le divini. Moi, en pile fois, on est levé. Par exemple, des une idée, et surtout avec laïque et autres. Donc, tu as une idée, et c'est pas jeune, c'est pas de me dormir, et puis, ils font un petit peu, j'ai une idée. Par exemple, il y a un média en ligne que l'on est en train de lancer là. C'est Immédiat Haïti. Donc, Immédiat, c'est un petit E comme dans email. Et puis, Immédiat. Je me suis dit, ah, ça rime avec immédiateté. Ouais, bien sûr. Donc, là, j'ai eu l'idée et à partir de cela, c'est pendant que j'allais dormir et que je réfléchissais et puis je me suis dit, ah, quelle idée. Donc, parfois, c'est dans la nuit qu'il faut... Mais les grandes idées viennent la nuit, Exactement. Justement. On dit souvent aussi que de grandes personnes comme Barack Obama, ils ne donnent que 4 heures. Ouais. Donc, il y a même je ne sais pas si c'est vrai que Michel-Ange, il ne dormait presque pas. Non, je connais des hommes qui dorment presque jamais, en effet. Oui. Des hommes des contemporains. Je vais vendre la mèche. Patrick Moussillac ne dort presque jamais. Parce que le mec, il a tellement de choses à gérer. 1h, 2h du matin, c'est comme s'il était 2h de l'après-midi. Oui, j'ai lu quelque part qu'il semblerait qu'on passe
un quart de notre vie à dormir. Ouais. C'est beaucoup de temps. Alors, il faut quand même reconnaître la valeur du sommeil. Oui. On ne va pas nuire sur ça. Une Exactement. bonne nuit de repos. Exactement, ça régénère l'esprit. Absolument. Hein. Mais bon, tu sais, Freud, monsieur a une idée sur le sommeil qui est intéressant. Monsieur dit ça qui fait nous dormir, c'est parce que notre conscience du monde ne peut pas supporter la réalité constamment. Et comme d'abord, la réalité serait anormale pour notre organisme. Et c'est pour ça, pour nous digérer, il faut nous couper nous du monde, il faut nous dormir. Oui. Et il va plus loin. La position nous dormir, la position fœtale, à un moment, tout le monde mettait Timéo, etc. Je dis c'est un retour à l'état de fœtus. Pour nous retourner dans votre maman, nous mettons comme ça encore. Oui. Tu as tellement de théories magnifiques. Et c'est pour ça que je pense que jeune qui a intérêt à lire. Exactement. Quel autre livre a marqué ton existence là, hein? Oui, nous avons Lalo, nous avons oui, La Belle le choc de Léon Lalo, c'est un livre intéressant. Et surtout, l'autre parlé tout à l'heure de lecture, il y a Marc Xavier qui dit la lecture comme l'amour est un plaisir que le partage augmente. Ouais. Mais là, c'est vraiment une phrase que je sors souvent. Marc Xavier, mais quel passeur, quel grand passeur, professeur d'université, ancien DG de la Radio Nationale, c'est un ami personnel. Marc, bon travail, tu auras marqué cette génération. Bien sûr. Donc, le choc de Léon Lalo que j'ai lu pendant la période de confinement, et ça a même provoqué un choc chez moi. Ouais. Et parce que je regardais... Non, tu as déjà parlé du choc. Oui, maintenant, tu as un autre livre là qui m'a l'air intéressant. Les patronymes haïtiens de Daniel Supplice, que j'avais remercié tout à l'heure. Donc, ce sont on a parlé ici de patronymes haïtiens. Bon, beaucoup de gens pensent qu'un nom, c'est un nom. Et ils nomment les enfants comme bon leur semble. Mais dans ce livre, il y a un bon travail qui a été fait. Et Daniel Supplice, sociologue de son état, il a parlé des origines des noms. Donc, avec les ressortissants qui viennent en Haïti, s'accoupler et d'autres. Donc, tout ça, et il y a aussi le nom de famille qui met l'accent sur. Et parce que les gens là, généralement, les noms de famille, ce sont les noms des pères. Ouais. C'est quand même un peu ça. Mais parfois, d'autres fois, par exemple, il y a la chancelière allemande. Angela Merkel. Imaginez-vous que, je crois qu'elle s'était divorcée avec son mari. Mais elle retient toujours ce nom, Merkel. Ouais. Parce que c'est un nom qu'on connaît tous, ce nom-là, en politique. Donc, elle ne pouvait pas vraiment... Le nom est devenu presque sa marque de fabrique. Exactement. Tu ne peux pas modifier ta marque. Exactement. on dit aussi que, par exemple, si quelqu'un, même si c'est un homme qui se marie avec une fille d'une certaine famille, parfois, l'homme prend le nom de sa femme. Ça dépend. Si tu épouses une princesse de Monaco, si tu épouses une princesse belge ou britannique, et que tu t'appelles, par exemple, je ne sais pas moi, tu t'appelles Néard, on te dit, on va peut-être modifier ça. Hein. Oui, donc c'est vraiment un travail extraordinaire. Il a même fait une galerie de certains noms qui sont très populaires. Et il a mentionné aussi des noms qui sont très, très populaires, comme Jean, Joseph, et tout ça. Donc, ce sont des noms qui... On doit saluer le travail de Daniel Supplice. Daniel Supplice qui est un véritable chercheur haïtien, qui vient tout le temps à la Bibliothèque nationale ou chez nos voisins qui sont en face la Bibliothèque des Frères de Saint-Louis. Et là, qui vient de finir un nouveau livre, maintenant qu'il a fait à partir du Mupana, où il a répertorié tous les textes, tout ce qu'il y a comme ressources, tu vois, graphiques, monographiques, picturales, comme documents livresques qu'il y a au musée du Panthéon national. Bravo Daniel Supplice. Voici une figure dans ce pays que nous invitons les jeunes à observer, à suivre. Parce que ce pays a produit des individualités lumineuses. Et c'est pour ça qu'un jeune n'a pas intérêt à suivre délinquants, à suivre bandits, tu vois. Et ça, c'est une partie d'un pays. Hein. Et tous les pays, malheureusement, ont des sécrétions qui ne sentent pas bon. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça arrive à tous les États. Les États produisent aussi leurs démons. Et ce pays, comme la France, comme le Canada, comme les États-Unis, on a produit quelques démons. Maintenant, il n'y a aucun jeune dans le pays qui a une habitude mentale pour la suivre l'activité de délinquants, de bandits, de vauriens qui décidaient de traumatiser la vie d'une république. Ce pays a produit Léon Lalo, Jacques-Stéphane Alexis, Lionel Trouillot, Kate Limas, Yannick Layens et que sais-je encore. On pléthore d'artistes. Mais Bélabre, toi tu écris aussi? Bon, je n'écris pas. Je n'écris pas et je lis surtout. Mais écrire parfois, c'est quand
et je sens un feeling, j'écris quelques petites choses. Et parfois, c'est une situation. Par exemple, vous m'avez beaucoup incité à écrire. Il y avait des productions quand il y avait des devoirs à faire et autres. Ouais. Il y avait aussi Monsieur Lundi qui m'avait une fois sollicité d'écrire quelque chose, mais c'était un texte imaginatif. Donc, on devrait écrire. Bon, j'avais opté pour je crois, le 13e mois de l'année, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc, c'est ça. Quand on lit, on a toujours tendance à écrire. Mais il faut une muse, etc. Ouais. Donc, parfois, si j'écris sur une situation exacte. Donc, mais là, maintenant, pour revenir à la lecture, est-ce que tu te considères comme un lecteur impertinent? Ce que j'entends par là, c'est un lecteur qui va vers des lectures interdites, vers des explorations thématiques qui sont mal vues, mal perçues, même condamnées par la morale officielle. Bon, en parlant de ces lectures, il y a Le désespoir des anges. Ah, de Henri Quénol. Mais quel roman, Henri Quénol qui est mon ami. Henri Quénol, mais quel roman pour comprendre ce qui s'est passé après le départ d'Aristide en 2004. Exactement, de cette cité. Et j'ai beaucoup lu dans ce livre et ça explique un peu une mentalité de bandits, etc., qui faisait des choses horribles. Et surtout avec les journal intime de Faux Pasteur, qui aussi peint. C'est vraiment des choses. C'est pour comprendre le pays. Un peu contre la morale haïtienne. Absolument. Et autres. Bon, en parlant de livres, une fois, je me souviens que vous aviez dit lisez tout ce qui vous tombe sous la main. Donc, parfois, comme vous l'avez encore dit, si un livre ne vous intéresse pas, ne continuez pas à lire. J'avais commencé un livre qui s'appelle Une femme. C'est Annie Ernaux qui l'a écrit, je l'ai trouvé chez moi. Mais j'ai commencé à lire et dans les vingtaines de pages, je me suis dit, ça ne m'intéresse pas. Je laisse tomber, je prends un autre livre. Absolument. Exactement, parce que déjà, c'est le plaisir de lire. Je ne vais pas me forcer, ce n'est pas un manuel d'histoire ou autre que je dois mémoriser. Donc, et ça, c'est bien pensé, Bélabre. Et beaucoup de jeunes qui regardent cette émission, en plein ont pensé au parrain Melli. Oui. Pourtant, ils n'osent pas tomber sur beaucoup bon écrivain. Exactement. Voilà. Amène-toi une phrase comme ça. Chaque être rencontrera dans sa vie un livre qui le transformera en lecteur. Elle parle beaucoup des coups de foudre littéraires. Donc, si vous tombez sur un livre dont nous parlons là maintenant à l'antenne, vous ouvrez Le Choc de Léon Lalo. Si vous n'aimez pas ce livre-là, cela ne sous-entend pas que vous n'aimez pas les livres en règle générale. Vous n'aimez pas ce livre-là. C'est comme pour le football. Quand quelqu'un n'aime pas Real Madrid, est-ce que la personne n'aime pas le football? C'est un club que vous n'aimez pas. Donc, il faut toujours vous ouvrir à des lectures qui vous intéressent aussi. Il y a des gens qui regardent des émissions là, qui aiment business. Oui. Littérature qui n'a pas forcément intéressé. Ça va vous dire au pas aimer livre qui c'est littérature, au pas aimer roman, mais il y a un livre sur business. Oui, il y a un livre sur comptabilité, il y a un livre sur comment faire l'argent, il y a un livre sur toute bagaille. Oui. Donc c'est les livres qui intéressent là. C'est ça le message, les livres qui intéressent là. Et surtout, l'homme était jeune, il y a un pile roman. Et il y avait ce livre de Gary Victor, Le diable de Zette et à la citronnelle. Mais quel roman! Savouré. Ça, je l'ai adoré aussi. Oui, il y a Soro aussi. À la citronnelle. Soro, ce personnage avec son associé. Soro, c'était son associé. Même temps, mais retourner rapidement sur Henri Quénol, Le désespoir des anges. Et ça peut aider un Haïtien à comprendre ce qui se passe maintenant dans le pays. Il faut nous reconnaître que le pays a pour l'instant des difficultés parce que les bandits, malheureusement, prennent de l'espace et se mettent en danger. Dans la mesure où les bandits commencent à engager la sécurité de 2 millions de personnes. Je pense que dans un pays, il n'y a pas 50 000 nègres qui sont armés, pas 50 000 bandits. Et même s'il y a 50 000 bandits, face à 2 millions de monde, vous mettez la vie pour comme bandit en danger. Quand tu traumatises 2 millions de personnes. Exactement. Et si je prends Matissan qui bloque quoi des bouquets, c'est presque 7 à 8 millions de monde que une centaine d'individus veulent bloquer. Et si nèg quitté, la population prenne le relais, on va les bouffer. Quand même. L'on empêche les malheureux Miragouane de venir vendre des produits. Ou empêcher malheureux Jérémy de venir vendre l'amni là. Petit li pas à l'école, au bout d'un moment, il y a mettre ensemble, il y a avancé sous bandit. Exactement. Mais laissez-nous vivre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que nous débloquer de zones qui... c'est de zones de citoyens paisibles. Pour Martissan, j'aime beaucoup en parler. Martissan, à mon avis, il y a environ 300-400 000 personnes qui vivent Martissan.
Pas gain 400 000 bandits, Bélabre. Non, Cela sous-entend, c'est pas misère, c'est pas grand goût qui font moun bandit. Sinon, tu as 400 000 bandits. Si tu es soleil, tu as 1 million de délinquants. Oui. Donc, il y a de monde qui, malheureusement, choisit la délinquance, qui choisit le grand banditisme. Et ça, c'est pas payant. Et s'il continue ainsi, moi, je vois la fin, leur bloquer 11 millions de monde sur son territoire, au bout d'un moment, ils vont te bouffer. C'est pas de la petite bière. Comme belle phrase comme ça, et tout animal traqué se défend. Est-ce que tu peux rassembler pour nous, Bélabre, l'ensemble des titres Que j'ai lu. Que tu as lu là? On a Daniel Supplice sur les patronymes. Oui. On a le choc de Léon Lalo. Le choc de Léon Lalo. Il y a déjà des nesses de Jean-Euphel Milcé que j'ai lu. Ah oui, Jean-Euphel Milcé, quel écrivain, très cultivé Très aussi. cultivé, très cultivé. Fin connaisseur de la cuisine, Ah, de la quand même. peinture. Oui. Jean-Euphel Milcé, qui est aussi bibliothécaire, etc. Oui. C'est un excellent écrivain haïtien qui s'appelle Jean-Euphel Milcé, qui est, je vends encore la mèche, le mari de la nouvelle ministre de la Culture, Émilie Prophète Milcé, qui est écrivaine de son état aussi. Oui. Les villages de Dieu, un roman là qui est en tête de vente au Canada, en France, etc. La ministre de la Culture, Émilie Prophète, est une artiste totale, tout comme son mari, Jean-Euphel Milcé. Oui, en parlant d'Émilie Prophète, il y a Impasse Dignité que j'ai lu, que j'avais aimé. Et il y a tellement de livres que j'ai lus. Bon, il y a des livres en fait, il y a Le goût des jeunes filles de Danila Ferrier que j'avais lu. Il y a aussi des livres que vous m'avez recommandés et que j'ai toujours pris plaisir à lire. Mais il y a ce livre qui commence, comme vous dites toujours, d'une certaine façon, c'est d'Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Exactement. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée. Mais quel roman, L'étranger d'Albert Camus. On a vu beaucoup de titres. Hein. Bélabre, ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oui. Maintiens ton club, maintiens tes activités de lecture. Continue à motiver autour de toi d'autres jeunes parce que c'est l'intelligence qui sauvera ce pays. Oui, et un dernier mot, il y a en japonais une expression qu'on dit ikigai. Ikigai, c'est raison d'être en français. Et ikigai, c'est quand ça rassemble 4 choses à la fois. Donc c'est quand tu fais quelque chose et ce que tu sais faire, et ce que tu fais, c'est quelque chose que tu sais faire, quelque chose qu'on te paie pour, quelque chose que tu aimes faire, et quelque chose dont le monde a besoin. Si tu réunis ces 4 choses en une seule, tu as trouvé Ikigai. C'est Idrissa Berkane qui l'a dit dans un podcast. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ikigai, on va dire. Ikigai. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui bat la mesure sur vos écrans. C'est qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est la musique du livre, c'est la musique du savoir. Je vais maintenant recevoir ma deuxième invitée, Sarah. Petite Sarah, ça, si seulement je savais chanter, hein, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Allez, on respire, à tout de suite dans la bibliothèque intérieure de Sarah. Respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Deuxième séquence de l'émission Délivrez-vous. Si vous insistez à m'appeler D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas, mesdames et messieurs. Au contraire, je vais profiter de cette occasion pour vous présenter ma deuxième invitée. On peut toujours être une Charles ou un Charles Oscar même, mais on ne peut pas être une Kelita Charles que je reçois maintenant sur ce plateau. 19 ans de beauté et d'intelligence. Bienvenue, mademoiselle Charles. Merci à toi, D'Angelo. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je te dis encore une fois merci de m'inviter à ton émission. Comme tu l'as dit, je suis Kelita Sarah Charles, 19 ans, étudiante bientôt en 2e année à l'INAGUE en sciences politiques.
écrivain en herbe, un chouïa féministe également, pourquoi pas, on pourrait ajouter. Si tu as d'autres questions, D'Angelo, on poursuit. Ouais, tu es multicasqueté, on va dire. Hein. Tu es dans l'écriture, tu es dans le féminisme, tu es dans les sciences politiques. Mais les sciences politiques, pourquoi? Bon, déjà, Kelita, pour un jeune qui a 19 ans comme toi, dis-lui, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est la science qui... Déjà, il y a beaucoup de définitions qui peuvent nous définir la politique. Mais je vais m'axer sur celles qui disent la politique, c'est la science qui permet d'établir les relations. Pourquoi cette science? Parce que c'est une science qui permet de diriger. Ce n'est pas une science comme dans l'imaginaire haïtien, une science qui donne naissance à des voleurs, à des voyous, comme c'est un cliché bien malheureux que nous avons ici dans notre pays. Mais c'est une science qui permet de diriger, de tisser des liens, de créer des réseaux, de communiquer, de s'exprimer avec la foule. Je dirais une relation entre pas les dominants et les dominés, mais plutôt entre les dirigeants et ceux qu'ils doivent diriger. C'est ainsi que je vois la politique. Et j'imagine qu'on dirige pour instituer le bien commun. Oui, on dirige pour instituer le bien commun, pour avancer, pour aller. Un groupe peut diriger, mais c'est pour l'intérêt commun, pas pour l'intérêt personnel, ni pour l'intérêt d'un groupe, ni pour l'intérêt d'un petit groupe comme nous le voyons si bien dans notre pays, mais pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif. C'est pourquoi on fait de la politique. Madame, c'est un ensemble de stratégies qu'on met en point afin de mener à bien l'abord d'une société, d'un État, d'un pays, d'une institution également. Et afin que le mot république prenne enfin son sens, respublica, hein, la chose qui est publique, la chose qui est pour tout le monde. Exact. Tu rentres bientôt en deuxième année. Je profite de cette occasion pour saluer les étudiantes de l'INAGUE qui regardent cette émission. J'ai été à côté un petit peu à la fâche. Et puis il y avait toujours des rapports un peu tendus, des fois harmonieux, entre les étudiants de la fâche et ceux de l'INAGUE. Mais tu es aussi écrivaine en herbe. Et j'imagine que tu as des textes dans tes tiroirs, j'imagine. Hein. Et qu'est-ce que pour toi, l'acte d'écrire, Kelita? Qu'est-ce qu'écrire? L'acte d'écrire, pour moi, c'est toute une façon d'exprimer ce que je ressens. C'est une façon pour moi de jouer avec les mots, de m'imprégner également dans la peau des personnages, de vivre la réalité au quotidien, de mettre sur papier toute mon imagination, toutes mes inspirations. Donc, écrire pour moi, c'est plus qu'un exercice en fait. Écrire pour moi, c'est une autre façon de vivre. C'est après l'imagination, je crois que c'est mon deuxième passe-temps favori. Alors vraiment, écrire, c'est ce qui me permet de m'exprimer, ce qui me permet de dire au monde entier que oui, moi aussi j'existe. Est-ce que tu écris, Kelita Charles, pour prendre rendez-vous avec toi-même ou pour te mettre dans la peau d'une autre personne? Je pense que la deuxième réponse me va bien. J'écris pour me mettre dans la peau des gens que je vois. Par exemple, lorsque je suis dans la rue, je te dirais très bien, les rues de Port-au-Prince, par exemple, c'est un endroit très inspirant. Je ne sais pas pour ceux qui n'écrivent pas, mais pour ceux qui écrivent, par exemple, quand on marche, la façon de vivre des gens, il y a toute une réalité, tout un tableau à dépeindre. Donc, c'est une réalité vraiment très inspirante. Donc, je dirais vraiment que pour moi, écrire, c'est vraiment me mettre dans la peau de notre personnage, entrer dans la tête des autres personnes, savoir comment ils pensent, avec quels yeux est-ce qu'ils voient la vie, comment est-ce qu'ils la mordent, comment est-ce qu'ils la vivent, comment est-ce qu'ils l'entreprennent. Donc tout ça, pour moi, écrire, c'est plus m'imprégner dans la peau d'un autre personnage. Et tu me fais penser à Fernando Pessoa, un poète portugais que j'adore. Il dit, tu me l'apprends? Ah oui. Il est magnifique, Pessoa. Lui, il dit, j'écris parce que la vie ne me suffit pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? La vie ne lui suffit pas. Et c'est pour ça qu'il écrit. Genre pour créer, presque comme Mark Zuckerberg, une méta-vie. Marc qui fait métaverse dans ce moment. Oui. Voilà. Est-ce que tu écris un peu pour ça aussi, pour augmenter la réalité? J'écris pour donner du sens
à tout ce que je fais. J'écris également pour dépeindre tout ce que je vois, pour mettre en moi toute cette réalité, tout ce qui me dépasse parfois. Parfois aussi, j'écris dans le but de m'évader, pour tout simplement pour me défaire de la réalité, de ce qu'il y a, parce que parfois, c'est vraiment dur. Donc, alors, j'écris pour essayer de donner un autre sens aux choses que je n'aime pas, aux choses qui me déplaisent. Quand quelque chose ne me plaît pas, quand quelque chose, au lieu d'exprimer la tristesse, par exemple, c'est un sentiment que je n'aime pas du tout exprimer. Alors, au lieu d'exprimer ce sentiment, je préfère écrire pour pouvoir transformer la réalité en quelque chose de plus joyeux, parfois de plus colérique également, dépendamment de mes états d'âme, tout simplement. Ouais, il y a un mot-clé dans ton raisonnement, c'est le mot sens. On sent que tu es obstiné par le sens. Oui. Tu as besoin qu'il y en ait, quoi. Tu ne Oui. peux pas vivre sans du sens. Le sens, pour moi, c'est tout ce qui... Comment dire? Le sens, c'est le sens. Est-ce qu'on peut donner une idée? Sens au sens. Un sens Est-ce qu'on peut donner un sens au sens? Je ne sais pas, j'ai malheureusement pas un dictionnaire en main pour l'ouvrir et dire voilà la définition du mot sens, mais le sens, c'est... Mais le sens dans ta bouche, est-ce que c'est le sens qui est institué par la société officielle ou est-ce que le sens, c'est ton regard sur le monde? C'est mon regard, c'est le sens que j'ai, c'est ma définition que je donne aux choses, c'est la couleur que je donne aux choses. C'est pour cela que j'invite toujours les gens à avoir leur propre définition des choses, d'avoir leur propre définition de ne... Bon, si vous voulez aller dans le même sens que tout le monde, c'est votre choix. Ouais. Mais si on veut faire le contraire également, je pense que bon, c'est un choix également. Et pourquoi pas ne pas le faire si c'est ce qu'on veut réellement? Et tu penses que c'est possible, Kelita, de penser par soi-même, une pensée autonome, une pensée unique et de donner un sens aux choses et au monde? Oui, je pense vraiment que c'est ce qui fait l'homme d'ailleurs. C'est ce qui fait l'homme, penser par soi-même. Ne pas se laisser, comment dire, pas uniquement imprégner, mais corrompre, carrément si tu veux. Corrompre, ou tout simplement se laisser aller de ce que disent la société, du sens que donne la société, les règles sociétales, familiales parfois même, pourquoi pas. Mais se donner un sens à soi-même, tout simplement. Il y a beaucoup de livres qui sont maîtres de ton panthéon de lectrices, dont La Vengeance de Maman qui est à côté de toi. Dis-nous quel sens ce livre a ajouté à ta vie. D'accord. Merci pour la question. Donc là maintenant, on rentre vraiment dans ce que j'appelle, pas ce que j'appelle, mais dans ce que j'aime vraiment, qui est de parler des livres. C'est quelque chose que j'aime énormément faire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis vraiment très contente d'être ici. On va parler de La Vengeance de Maman, ce chef-d'œuvre, d'une icône de la littérature haïtienne, je dirais même, Frédéric Marcelin. Ici, il écrit La Vengeance de Maman. En fait, c'est un roman qui suit Thémistocle et Epaminondas Labastère. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un penchant, pas seulement un penchant, mais une nette appréciation pour La Vengeance de Maman plutôt que Thémistocle. Epaminondas Labastère. Voilà, parce que je sens que dans La Vengeance de Maman, il ajoute quelque chose à sa plume, à son style. Et on vit avec les personnages, on vit dans le livre. Moi, en lisant ce livre, j'avais l'impression de voir toutes les images se dérouler devant moi carrément. Donc, La Vengeance de Maman, on est à la fin du XXe siècle. Ok, on va entamer le début on est à la fin du 19e siècle, excuse-moi. On va entamer le 20e siècle et on est sous un régime despotique presque en Haïti. Et là, j'aimerais ajouter pour les gens qui regardent, dans l'imaginaire haïtien, le régime despotique que le pays a connu, c'est uniquement l'époque des Duvalier, mais c'est pas ça du tout. Toute je dirais, presque le 19e siècle le haïtien. 19e siècle et même le début du 20e siècle a été marqué par ce genre de régime. Pas aussi sanguinaire, pas aussi
macabre que celui des Duvalier, mais il y a aussi le despotisme. C'est pour cela qu'on retrouve à travers ce roman épique de Frédéric Marcelin, où ben voilà, un jeune, je vais commencer avec le personnage de Télémaque, un jeune haïtien apparemment amoureux de son pays. Il l'était du moins dans Thémistocle Épaminondas Lavastère. Il l'était, il donnait l'air, il part en France étudier, faire des études, il revient zélé, acharné contre le régime présent. Et bon voilà, tout ça. Et une fois qu'il reçoit un poste, il change de langue. Et c'est malheureusement ça que l'on vit aujourd'hui. C'est pas possible. J'aimerais avoir ton avis sur ça. Ah ouais, carrément. J'adore que tu me demandes mon point de vue. En effet, comment les fonctions, en effet, peuvent corrompre les bonnes intentions théoriques de quelques individus. Avant que je continue, j'aimerais avoir ton opinion. Non, je pense que c'est totalement dommage que des fonctions, que des situations statutaires, si tu veux, et développent le côté démoniaque de certains. Et il y en a qui, théoriquement, étaient bien organisés, bien constitués, et qui, aux alentours du pouvoir, avaient une vision de la chose politique. Ils avaient une position intellectuelle donnée, mais dès lors qu'ils sont dans le ventre de la bête, eh ben, ces gens-là subissent des mutations qui ne vont pas malheureusement dans le sens de l'intérêt commun. Et c'est très dommageable pour la République. Très dommageable en effet. Donc, je vais poursuivre avec le résumé de ce roman qui m'a vraiment marqué. Alors, ce même Télémaque, ce cher Télémaque, qui autrefois se disait contre le gouvernement en question, une fois arrivé au pouvoir, eh bien, il change carrément de discours et il devient même l'un des auteurs de l'assassinat de ce cher Thémistocle Épaminondas Lavastère. Mais tout ça, c'est dans le premier roman. Ouais. Et le second roman va en effet se concentrer sur le personnage de Zulma Corneille. Mais quelle femme, en effet, toi qui es féministe en puissance. Est-ce que tu considères Mama comme une féministe ou comme une amoureuse? Je la considère davantage comme une amoureuse, sincèrement, parce que pour moi, se venger de la sorte, on peut remettre en question sa façon de se venger. Est-ce que vraiment tuer le secrétaire d'État, est-ce que c'était vraiment la solution idéale? Bon. Ouais. Alors, ne donne pas tous les détails, comme ça les gens vont quand même lire le roman. Les gens on va donner des avant-goûts si tu veux, on va donner presque des mises en bouche, des petits fours, mais le plat principal, hein, tu vois, elle est faite toute chinée à la crème fraîche, aux crevettes sautées, on va garder ça. Hein. Donc elle s'est vengée, on ne va pas dire pourquoi, on ne va pas dire dans quelles circonstances, mais elle a utilisé, on va dire tout ce qu'elle a comme potentiel de séduction. Oui. Messieurs, peut-être qu'une femme est dangereuse, non? Quand une femme est en colère, elle devient dangereuse. Très dangereuse, je confirme. On n'a qu'à voir le personnage de Mama et c'est une femme fatale carrément. Elle est très dangereuse. Et ça, c'est une leçon de vie pour beaucoup d'hommes qui regardent cette émission. Messieurs, ne faites point de vacherie aux jeunes femmes. Quand vous faites une vacherie à une femme, elle peut se venger. Et la vengeance de Mama, passe-moi le livre s'il te plaît, que je montre ça à la caméra. On va laisser voir cet aspect du roman déjà. La vengeance de Mama incarne, mais vraiment le respect que tous les hommes doivent aux jeunes femmes. Sinon, eh ben, vous serez dans un roman. C'est la première séquence de l'émission, Kelita. On va revenir tout à l'heure, mais tu as déjà fait ta première recommandation de lecture, La vengeance de Mama. Mademoiselle a 19 ans, elle est une politologue en puissance ou une politicienne, ça va dépendre, ou elle va travailler dans des sphères de pouvoir tout simplement. De toute façon, ce qui m'intéresse, elle est dans une république qui s'appelle le livre. Délivrez-vous. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche.
Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, chaque livre est une aventure de plaisir. Chaque livre est une aventure, un rendez-vous avec la grandeur, avec quelque chose qui est plus abouti que nous. Et ce n'est pas Kelita qui dira le contraire. Après Frédéric Marcelin, tu es fasciné, il me semble, par la figure d'écrivaine de Kathleen Mars. Et en effet, fasciné, obnubilé, je dirais parfois même... Pas obsédé, mais presque. Kathleen Mars, c'est de loin mon auteur préféré. J'ai un ami qui est déjà obsédé, qui s'appelle Carl Henry, qui veut épouser Kathleen Mars, qui a fait des lettres d'amour et tout. Le mec avait 19 ans. Hein. Oh, d'accord. Kathleen a dit, allez, tu es très jeune. Hein. Kathleen, je te salue, très chère amie, talentueuse écrivaine. D'accord. Le livre dont j'aimerais qu'on en parle, mais vraiment, il y a beaucoup de romans de Kathleen Mars, vraiment, qui m'ont laissé sans voix, parmi lesquels je vais commencer avec Cool Club, les 2 tomes, Bridge and Blues, sa façon dont elle a de s'imprégner dans la peau des jeunes, de faire vivre, les gens qui fait nous entrer sous béton, hein, si je peux le dire comme ça. C'est tout à fait magnifique, extraordinaire. Il mettait l'impôt en Bridgen, quoi. Son livre qui est destiné aux adolescents, aux jeunes générations. Et quand tu lis Bridge and Blues, tu deviens un Bridgen. Et Cool Club également, on sent comment est-ce que les jeunes femmes de tous les jours, des quartiers populaires à Port-au-Prince, comment est-ce qu'elles respirent, comment est-ce qu'elles voient la vie. Et ça, c'est quelque chose que j'aime en elle. Mais le livre, vraiment que... Alors, permets que je t'arrête un moment, un tout petit moment pour dire aux adolescents qui regardent maintenant cette émission, il faut absolument lire Bridge and Blues et Cool Club. Si vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est destiné à vous. C'est un livre pour adolescents et les histoires qui sont racontées sont d'une pétillance subliminale. Le livre qui t'a marqué, toi, c'est L'heure hybride, il me semble. Non, ou Saison sauvage. Saison sauvage. Où tu te tâtes entre les 2 romans. Non, Saison sauvage d'abord, puis L'heure hybride. Saison sauvage, mais tout à l'heure, on était en train de parler des régimes despotiques qu'a connu Haïti. Absolument. Eh bien, là, maintenant, on va parler du régime despotique, puisqu'il s'agit là du régime du valériste, et qui est l'une des plus... D'ailleurs, je crois que je lisais dans un livre d'histoire où il y avait un auteur, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, bien malheureusement, qui avait classé ce cher Duvalier en 19e position parmi les despotes les plus macabres qu'a connu l'histoire, même de l'humanité. Oui, il est dans la liste. Hein. Il est dans la liste. Il est dans la liste. Et en 19e position, ça, ce n'est pas rien. Mais puisqu'on va parler de son régime avec Saison sauvage qui nous parle des années 60, où l'écrivain opposant communiste Daniel Leroy se fait arrêter parce qu'évidemment, il s'oppose au régime, alors il se fait mettre en prison royalement. Et là, on a sa femme, une jeune et belle mulâtresse, et qui va demander, qui va frapper d'abord à toutes les portes pour voir si elle peut entrer en contact avec son mari ou tout simplement pour savoir comment il va en prison parce qu'on sait comment c'était au Fort Dimanche. Mes parents me racontent encore, c'était quelque chose de terrible. Et à tous les prisons également, les prisonniers politiques, ceux qui sont partis et qui ne sont plus jamais rentrés chez eux. Bon, c'est bien malheureux, mais c'est ainsi que Kathleen Mars, dans une écriture vraiment très sauvage, vraiment dérangeante parfois même. Elle sait écrire, hein, Kathleen. C'est comme un tango. Oui. C'est un tango lorsqu'elle écrit. Elle vous met, elle vous insère carrément dans son roman. Vous vivez avec les personnages. Vraiment, Kathleen Mars, c'est un chef-d'œuvre, ce roman. Je ne dirais pas Saison sauvage. Moi, j'ai été littéralement choquée. Choquée en lisant ce roman. Mais il y a une phrase dans ce roman qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait rigoler. C'est quand elle dit à un moment, mon sexe est de faïence.
Donc on peut toujours salir son sexe. Après, elle nettoie, c'est de la faïence. Moi, ça m'a fait... Je me suis dit, waouh, quelle formule! Mon sexe est de faïence. Donc elle peut rencontrer un homme et gérer une affaire avec cet homme. Après, elle n'a qu'à nettoyer pour enlever la saleté. Son sexe est de faïence. Tu peux continuer. Oui, en effet. Alors, je disais, on est en Haïti dans les années 60 et voilà Nirva. Hein? Nirva, la femme de l'arrêté, elle va marcher de porte en porte afin de trouver, afin d'essayer de, je sais plus trop quoi, d'essayer de rentrer en contact avec son mari. Absolument. Ou pour que son mari soit mieux traité. Et elle va tomber sur l'un des pires sbires du régime du Valieris Raoul Vincent. Et un homme de pouvoir qui a beaucoup de pouvoir en fait. Et il va en faire sa maîtresse officielle. Mais ce qui se passe, c'est que Nirva est une femme mariée. Elle a 2 enfants qui vit avec elle chez elle. Et l'homme en question, mais il ne s'est pas du tout gêné en fait. C'est pas du tout gêné. Il vient la voir chez elle. Il y aurait même femme comme ça. Il vient la voir chez elle. Moi, j'ai cru en lisant ce roman qu'il y aurait une sorte de relation. Je m'attendais à une sorte de relation cachée, fermée, à une Nirva, à peu près comme le personnage de Maritza Lagardère dans le roman de La Mal-aimée de Marguerite Papillon. Je ne sais pas trop, mais j'ai un peu comparé ces 2 personnages et leur façon de faire. On a Maritza. C'est à peu près la même chose qui est arrivée aux 2 jeunes femmes, mais je dirais qu'elles ont des réactions différentes, d'après moi, parce que Maritza, elle fait ce qu'elle fait, mais avec une certaine rage au cœur, mais avec une certaine... Et on sent qu'elle veut se battre. Dans le cas de Nirva, je ne vais pas dire qu'elle ne veut pas se battre, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Tout simplement, ce n'est pas vraiment la même chose. Et donc, voilà, elle entretient la relation chez elle. Et à un moment donné, le secrétaire d'État, mais est-ce que je dois dire ce qui s'est passé à la... Non, c'est justement ce que j'allais te dire. Déjà, tu as bien posé le tableau déjà. Son mari est arrêté et ça nous donne une lumière de compréhension sur l'époque du valieriste. Parce que les jeunes générations ne comprennent pas ce que c'était. C'est aujourd'hui là où tout le monde peut parler à la radio, tout le monde a des positions sur tout et sur rien, tout le monde via Facebook se prend pour des directeurs d'opinion et nous sommes dans une civilisation maintenant, Sarah, où toutes les paroles, entre guillemets, se valent. Dès lors que la personne a un compte Facebook, la personne pense qu'elle a droit à une opinion. Je suis désolé, mais tous les êtres humains ne sont pas capables d'opinion. Il y a des êtres humains qui doivent faire autre chose. C'est pas qu'ils sont horribles ou détestables, mais c'est pas donné à tout le monde. Et il y a des gens qui ont des opinions sur tout. Et à l'époque des Duvalier, malheureusement, les taux étaient serrés et on malmenait tout le monde pour cette liberté d'expression et tout. Oui, et il y a des jeunes femmes qui étaient prêtes à tout pour avoir des nouvelles, pour libérer leur mari. Saison sauvage que les gens qui regardent l'émission doivent lire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que finalement cette jeune femme est restée avec son bourreau? Est-ce qu'elle a pu trouver son mari? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette formule, mon sexe est de faïence? Allez lire le livre. Saison sauvage de Kathleen Mars. Deuxième livre de Kathleen Mars que tu aimes, c'est L'heure hybride. Ça, c'est mon livre d'amour aussi. J'adore L'heure hybride. Et je disais à Bélab hors caméra, j'ai toujours l'impression, en prenant la route du canapé vert, de voir Rico Lermite debout à la fin du roman. Je sais qu'il n'est pas là, je sais qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas, beau gosse. qu'il n'est que dans un roman, mais je vois ce beau gosse là, un gigolo qui attend une camionnette pour, voilà. Mais dis-nous en quoi ce livre t'a fait vibrer. L'heure hybride de Kathleen Mars. Ce livre m'a fait vibrer parce que c'est surtout d'abord en lisant les premières notes de l'auteur. L'auteur, où elle dit qu'en écrivant ce livre en 2004, l'acronyme LGBTQ n'est pas encore à la mode en Haïti. C'est-à-dire que vraiment, Kathleen Mars, c'est une auteure qui ose. Elle ose. Elle anticipe. Elle anticipe, elle s'enflamme sur des sujets carrément tabous dont les jeunes, les personnes et encore moins les jeunes femmes n'arrivent pas vraiment à en parler en toute liberté. Elle le fait. Elle le fait et elle ouvre la voie pour de nombreuses autres personnes. Et je pense que c'est là l'un de ses points forts
Parce que vraiment, Kate Limors, sa langue dérange, comme je l'ai dit tantôt. Elle parle dans un langage cru, parfois avec humour également. Ce livre m'a beaucoup fait rire par moments. Ouais, elle a beaucoup d'humour, parce que Rico l'ermite est un gigolo, on va dire. Hein, Oui, un gigolo qui vend ses charmes à des jeunes dames. C'est pas un concept auquel on est habitué. On est habitué à ce que ce soit les femmes dans notre société qui font ce métier, mais elle nous montre que les hommes également... qui fait de dames petits gens âgés, qui fortunés, occupés. Et c'est pour ça que le monde doit lire. Regarde un feeling pour nos romans, on est qui pense le bel garçon, monsieur bien campé, monsieur 6 packs et non on pack même bien même. Donc monsieur a cherché de grands monde femmes pour monsieur faire occuper. J'avais adoré ça. Carrément. Et tout, la façon de raconter, c'est un livre, c'est un roman qui est écrit, mais sans aucun dialogue. Et pourtant, on ne perd pas le fil, pas une minute dans ce roman. Je m'en souviens, j'étais en train de lire ce livre, j'étais là, accrochée, carrément, buvant chaque action carrément de ce livre, me délectant de chaque scène, chaque chose qui va se passer dans ce livre, mais vraiment... Et quel fêtard, hein, ce Rico l'ermite. Oh, toute fête qui gagne Pétionville, monsieur là-dedans, et avec même des fois des moments de plaisir multiples, des partous, des orgies. Mais il a tout fait, il a fait les 400 coups. 400 coups carrément, il a eu beaucoup d'expérience, il s'est ouvert carrément, ce qui peut choquer à beaucoup. Même une expérience homosexuelle, on va dire. Oui. Ce qu'on ne juge pas, les gens ont le droit de faire l'usage qui leur convient de leur corps. Hein. On ne juge pas, Kelita. On ne juge pas. Voilà. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est leur corps. On n'a pas notre mot à dire là-dessus. Donc, 3 romans, La vengeance de Mama, Saison sauvage, Kathleen Marks, L'heure hybride. Je sais qu'il y en a beaucoup, là, beaucoup d'autres romans qui fourmillent en toi, dont tu aimerais en parler. Mais malheureusement, le temps en télévision est un dictateur. Très grand dictateur, un despote comme ce qu'on de ton fait pas lever. Absolument. On t'a dit, Sarah, bon petit dame 19 ans là, qui a regardé l'émission là, qui tombait sous livre juste comme ça, mais qui pas collé serré avec causé livre là même. Qui sont arrivés dit une jeune fille 19 ans qui n'est pas arrivée lire. D'accord. Et je m'a dit ça en créole de préférence pour vraiment pour me capable faire sûr que m'a parlé ensemble avec tout public de façon générale. A commencé à dire une jeune fille, même un jeune garçon tout ou jeune livre faire de livre 11 amis. C'est pas plus bons amis mais au moins 11 amis. Parce que dans le livre non seulement où joindre mot ou joindre expression et grand pile bagaille n'a vivre journée jodi an là, il y a des séries de bagailles, c'est livre capé de comprendre. Personnellement, grand pile bagaille moi m'a ouais, il y a des bagailles m'a vivre même parfois et puis moi qui même te ouais ça déjà non roman, te ouais ça déjà non SM te lim, te ouais ça déjà non phrase, non texte. Donc et livre également non seulement li edo capter réalité à puis bien, mais également les ouvert connaissance générale ou tout. Qu'est-ce qui est plus beau là à parler puis vous dire bon voilà, j'ai lu La vengeance de Mama de Frédéric Mancelet. Mais c'est beau, c'est très beau. C'est de la culture. C'est de la culture, c'est de la pure culture, mais il est très intéressant tout, il facilite la conversation tout, mais ça aide professionnellement tout. Exactement. Tout le monde pays a pas de travail etc. mais un jeune qui lit, il a plus facilité oral déjà, hein, non entretien d'embauche pour le parler, il y a plus de vocabulaire, il y a plus de compétences pour le travail qu'un jeune qui décide de dire, lui-même, il ne peut pas lire rien dans la ville. Carrément. Donc, il ouvert tout, il ouvert l'esprit, nous sont paquet de pile bagaille sur le choix des autres, ok, comme on l'a déjà vu avec leur hybride, sur ce qu'il y a dans le passé, ce qu'il y avait dans le passé, comme La vengeance de Mama nous l'a fait si bien découvrir, ainsi que Saison sauvage de Kate Limors, lui permettent nous aider, lui permettent nous voir comment des bagages étaient faits dans le passé pour nous être capables de répéter ça à l'avenir, envisager à l'avenir, mais bien que ce n'est pas toujours le cas dans notre pays, mais quand même, livre a permis tout faire ça. Merci Kelita Sarah Charles. Oui, c'est ça. Voilà, l'exercice de mémoire est réussi. Dernier mot. Et vas-y, place ton dernier mot. Et d'abord, on t'a dit que
j'écris, comme je te l'ai déjà dit, et j'ai une page Instagram, et une toute nouvelle page Instagram que j'ai entrepris avec 2 amis, 2 anciennes camarades de promotion, Berlénie Joachim et Velfine Pierre. Alors, la page en question, c'est BVK Readers. C'est sur Instagram, vous pouvez aller suivre. C'est BVK. B pour Berlénie, V pour Velfine et le KA pour Kelita Sarah. Ok. D'accord. BVK et puis Readers. Ok. Ah, en anglais, hein, n'est-ce pas? Attention. D'accord. C'est ça ma page Instagram et vraiment, et là, vous publiez des extraits de textes que vous écrivez là oui, et tout. On écrit nos pensées, on écrit pour donner un sens à notre vie, comme on l'a déjà dit. Ouais, voilà, hein, toujours la quête du sens. Exactement. BVK Readers sur Instagram. Je salue tes deux amis, tes 2 camarades qui alimentent cette page avec toi. Et m'a invité de l'autre jeune pays à créer de espaces comme ça dans la zone Bolakayou, dans les colous, côté nous à partager livres, nous à partager plaisir nous gagner autour des livres qui sont des invitations à la fête. Merci encore Kelita, Sarah, Charles. Merci à toi, D'Angelo. Je vais liker ta page Instagram dans peu de temps. D'accord. Je remercie également le staff technique de la télévision qui me permet de vous présenter cette émission. Sans ce staff technique, écoutez, délivrez-vous serait une vue de l'esprit. Il n'y a pas de réalité si j'avais pas autour de moi des caméramans hyper talentueux, ingénieurs de son, maquilleuses, réalisateurs, techniciens pour la mise en onde, techniciens pour le montage. Ce qu'il faut savoir, c'est que délivrez-vous, c'est l'expression d'un travail d'équipe. Je remercie Gamin, je remercie Fekier, je remercie Guito, je remercie Émilie, Greg Boule, je remercie, voilà, ma mémoire aussi est de la même taille que moi. J'ai une mémoire qui fait 1m62. Je remercie Jimmy qui fait le montage et Foster qui est dans la mise en onde. Je remercie Ronald qui est dans la mise en onde également. C'est vraiment une grosse équipe. Est-ce que j'ai laissé quelqu'un? J'espère que non. Et Alphonse qui fait un travail sérieux comme réalisateur. Alphonse qui est même malade. Alphonse a été malheureusement frappé par la vague Omicron là. Même malade, Alphonse s'est déplacé pour aller faire un repérage pour une émission qu'on va faire dans un restaurant. La semaine prochaine, vous allez voir, un concept Délivrez-vous, très enjoué. Mais Alphonse a pris sur lui de faire ce déplacement pour que cette émission soit possible. Donc sans cette équipe, permettez que je vous dise, mesdames et messieurs, que ce travail ne serait pas possible. Et sans la folie et le génie de Patrick Moussillac, mais il n'y aurait pas une émission à la télé qui parle de livres. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Chaque livre, mesdames et messieurs, est un rendez-vous avec la grandeur. Chaque livre est un rendez-vous avec ce qui est plus abouti que nous. Chaque livre est une invitation à la fête. Gardons bonheur dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.